Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à ce balado avec M. Charles-Antoine Saint-Jean, qui se trouve à être le président du Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité. Alors, vous apprendrez au cours de ce balado, entre autres, ce que c'est que ce conseil. Donc, bonjour, Charles-Antoine. Oui, bien, bonjour Hélène. Merci bien de m'accueillir aujourd'hui pour le balado. C'est un grand plaisir d'être avec vous et avec vos membres. Donc, Bien, merci. merci à vous d'accepter. C'est un honneur de vous recevoir. Donc, Merci. je commencerai avec la première question qui est l'univers de la divulgation, hein, qui est lié à la durabilité. Ça foisonne d'acronymes hein, tels que le TCFD, TNFD, ISSB, SASB, SBTI, bien sûr, le nouveau Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité, dont l'acronyme est le CCND. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le CCND? Ça intéressera sûrement beaucoup nos auditrices et auditeurs. Puis en quoi ça se distingue des autres organisations qui s'intéressent à la question de la divulgation? Donc, merci bien pour la question. Donc, le CCNID a été mis sur pied au mois d'été dernier. Ça a pris à peu près 9 mois pour assembler le premier conseil. Ça a été fait sous la direction d'un comité d'implantation qui aussi fait la surveillance et la supervision dans des autres conseils des normes financières et d'assurance au Canada. Les normes sur la comptabilité, les normes sur la comptabilité du secteur public, les normes sur l'assurance. Et donc, le quatrième conseil maintenant des normes, c'est le conseil sur la durabilité. Donc, ça, c'est un conseil canadien. Et il travaille, le CCNID, travaille d'une façon très rapprochée avec l'ISSB. L'ISSB, comme vous savez, un de ces deux grands bureaux, un basé à Montréal et l'autre à Francfort. Donc, le CCNID travaille de façon très rapprochée avec l'ISSB pour élaborer des normes de divulgation sur l'information sur la durabilité internationale, mais aussi donc qui sont applicables au Canada, donc qui reflètent aussi les besoins particulièrement du Canada. Lorsqu'on regarde le TCFD, TNFD, les SASB, et tous ces autres acronymes, toutes ces autres organisations, certains d'entre eux maintenant font partie de l'ISSB. Et d'autres, on a des ententes, des mémoires d'entente avec eux pour développer des normes sur la durabilité sur une base internationale, mais qui ici éventuellement s'appliqueront au Canada lorsqu'ils auront été revus et approuvés par le Conseil canadien des normes sur la durabilité que je dirige. Très bien. Donc, est-ce que je pourrais résumer comme suit, puis vous me direz si je suis juste? Au niveau international, à la suite de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'était tenue à Glasgow, il y a eu la volonté d'avoir un référentiel qui pourrait s'appliquer à l'échelle internationale, parce qu'il y a beaucoup de référentiels en ce moment. Et c'est dans ce contexte que l'ISSB avait été créé, comme vous dites, avec un bureau à Francfort, un bureau à Montréal. Et ISSB, mais c'est aussi, ça se trouve à être eux qui ont élaboré un référentiel pour une norme de divulgation applicable pour la durabilité des entreprises ou des organisations, puis qui s'appelle dans notre jargon S1. Et pour les normes applicables au changement climatique, et là, c'est S2, c'est les normes d'information applicables au changement climatique. Ce sont des référentiels à l'échelle internationale, donc qui n'ont pas de portée contraignante en territoire canadien. Pour qu'il y ait une portée contraignante, je comprends que votre organisation, vous allez élaborer une norme applicable à la durabilité qui va s'inspirer substantiellement de l'équivalent de S1, puis une autre norme d'information concernant la divulgation qui va s'inspirer de S2. Donc, est-ce que une fois que vous allez avoir élaboré, parce que vous êtes en consultation en ce moment, une fois que vous allez avoir élaboré ces normes-là, est-ce qu'elles seront contraignantes sur le territoire canadien?
Les, les normes contraignantes sont émises ici au Canada par deux des grandes institutions de réglementation. Un, c'est le bureau du surintendant des institutions financières qui, lui, supervise toutes les organisations financières canadiennes. Sont 1600 organisations financières canadiennes du niveau fédéral. 350 sont plus particulièrement touchées par ces normes-là. Et ça, c'est au niveau fédéral pour toutes les institutions financières. Au niveau provincial, ce sont les autorités des valeurs mobilières qui émettent les réglementations pour tout le marché du capital. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on établit les normes et on discute avec les autorités du bureau du surintendant, aussi des autorités des valeurs mobilières, mais aussi on parle à tous les Canadiens pour voir quelles seraient les meilleures normes possibles au Canada. Une fois qu'on a établi quelles sont ces normes, là, à ce moment-là, c'est les autorités réglementaires doivent prendre ces normes-là, puis ils regardent voir ce qu'ils peuvent les appliquer comme telles, ou ils ont besoin des ajustements. Comme vous savez, et le bureau des institutions financières et des valeurs mobilières, dans le moment, le premier focus, leur première touche le climat. Nous, on parle de toutes les normes sur la durabilité. Ils ont fait signe que leur première préoccupation, c'est le climat. Les autres viendront par la suite, mais on travaille avec eux pour essayer d'établir les meilleures normes possibles au Canada. Très bien. Donc là, vous êtes en consultation. Hein, depuis le 13 mars, vous avez lancé une consultation pour élaborer votre norme, si on utilise un autre acronyme, là, NCID 1, NCID 2, durabilité, puis l'autre climat. Puis en quoi ces nouvelles normes, si on peut dire, en quoi elles s'inspirent ou elles seront différentes de S1 et S2? Donc, les normes canadiennes, les normes internationales ont une date de mise en vigueur du 1er janvier 2024. On est déjà rendu au mois de juin 2024, donc on ne peut pas mettre les normes canadiennes rétroactives. Ils prévoient aussi des périodes de délai de mise en vigueur, disons, pour la norme S1. Il prévoit un délai d'une année avant pour donner l'opportunité aux compagnies de d'abord cibler la question du climat. Donc, est-ce que c'est une des caractéristiques? Et puis, pour la norme S2, il y a un délai dans le moment qui est prévu pour la divulgation d'une année. C'est des choses qu'on regarde ici au Canada pour savoir est-ce que ces délais d'implantation-là sont raisonnables pour les circonstances canadiennes. Il y a différentes considérations qu'on doit prendre en compte, dont la capacité d'adaptation, de la préparation des compagnies canadiennes, la qualité des données, et ainsi de suite. Donc, on regarde ces aspects-là pour s'assurer que ces normes-là puissent être applicables ici au Canada. On regarde aussi, comme vous faites mention, on vient de terminer la consultation le 10 juin. Donc, on a reçu, comme dans toutes les consultations, les lettres, on les reçoit toujours à la fin, dans les derniers jours. Mais on a aussi plusieurs tables rondes qui ont été tenues au cours des 2-3 derniers mois. Et beaucoup d'informations, beaucoup de commentaires ont été faits sur certains aspects des normes, sur la synchronisation de l'information. Puis c'est un des points d'ailleurs que le CPEQ mentionne dans sa lettre, c'est la synchronisation de l'information sur la durabilité avec l'information financière. Il y a des enjeux ici au Canada qui sont dus à des contraintes réglementaires avec les gouvernements fédéraux et provinciaux sur la divulgation de certains éléments. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une duplication? Donc, c'est des choses qu'on regarde.
Vous avez aussi, dans votre lettre, vous avez mentionné la question du protocole GHG qui est sur révision. C'est une question qui est revenue par, par plusieurs intervenants, de voir quelle est, étant donné que c'est sous révision, est-ce qu'on pourrait mieux comprendre la trajectoire de ce protocole-là au cours des prochaines années. Donc, on fait la consultation de moment. Il y a des commentaires qui nous sont portés à notre attention, sur lesquels on va réfléchir et porter un jugement au cours de l'été. Et au mois d'août, au mois de septembre, l'objectif serait d'en arriver avec une conclusion au début de l'automne, fin septembre, octobre, pour qu'on puisse émettre des normes canadiennes, si tout va bien, d'ici la fin de l'année calendrier. Mais disons, ça va dépendre. On est en train d'éplucher les lettres et tous les commentaires qu'on a reçus, donc ça va prendre un petit peu de temps. Très bien. Donc, est-ce que ces fameuses normes-là, elles vont s'aligner sur la norme sur la durabilité S1, puis la norme sur les changements climatiques S2, ou elles vont être, j'imagine qu'elles ne seront pas totalement différentes, mais elles vont être adaptées au contexte canadien? Oui, l'objectif, c'est vraiment de minimiser les différences. Okay. Vous savez, le Canada, le Québec a besoin de beaucoup d'investissements étrangers. On doit attirer les investissements au Canada. On a des besoins en capitaux qui sont énormes pour nous aider, ne serait-ce qu'à faire la transition. Mais on a aussi d'autres défis lorsqu'on parle de toutes les stratégies sur l'habitation au Canada et ainsi de suite. Ça coûte des centaines de milliards. Faire l'électrification au complet du Canada. On écoutait M. Sebia au cours des derniers jours, 175 milliards donc on a besoin de beaucoup d'investissements étrangers pour nous aider à se faire. Donc, il faut faire attention de ne pas se distinguer trop dans nos normes parce que sinon, ceux qui fournissent le capital étrangers, à ce moment-là, ils ne comprennent pas tout à fait nos raisonnements ou notre attractivité. Donc, il faut se rendre le plus attractif possible. Ceci étant dit, il y a des aspects qui doivent être tenus en compte. Très bien, merci. Juste pour le bénéfice des auditeurs et auditrices, ces normes, elles servent, comme vient de le dire M. Saint-Jean, elles servent aux investisseurs à pouvoir avoir un outil référentiel qui est le même pour tous les pays, de sorte que quand vient le temps d'analyser le fondement d'un investissement, bien, ces normes de divulgation de risques en changement climatique ou en durabilité aident les investisseurs ou institutions financières ou autres. Donc, dans la consultation, Charles-Antoine, vous posez des questions sur le moment idéal de la communication des informations qui sont relatives à la durabilité. Est-ce que ces informations, bon, vous vous demandez, est-ce qu'elles devraient être communiquées en même temps que les états financiers? Pourquoi c'est important d'essayer de se poser cette question-là? Disons, c'est dans la norme de l'ISSB, c'est la norme de l'ISSB 1 prévoit, exige que ce soit présenté en même temps. On permet une certaine période de transition avant d'y arriver parce que ça va prendre quelques temps. C'est une exigence qui est louable en elle-même. Et c'est vraiment pour donner le maximum d'informations aux investisseurs, à ceux qui évaluent la performance des compagnies qui font appel au capital public, de mesurer la performance, mais dans son entièreté. Pas seulement au point de vue financier, mais disons, quelle est la performance sur la durabilité. Donc, avoir une vue d'ensemble qui est la plus complète possible. Lorsqu'il y a un décalage entre l'un et l'autre, à ce moment-là, ça rend l'analyse un peu plus complexe. Ceci étant dit, le Canada n'est pas unique dans ce cas-là.
qu'il y a des exigences réglementaires par certains gouvernements où on doit faire une divulgation de certains aspects à certains moments de l'année. Donc, pour les gaz à effet de serre, je pense que c'est le 30 juin. C'est pour les divulgations sur les conditions de travail, disons, pour les enfants et l'esclavage. Ça, c'est le 30 mai. Donc, il y a différentes dates qui sont mises en place dans le moment, qui ont chacun leur logique, qui ont probablement été faites. Il y avait absence de réglementation, de normes canadiennes pour toutes ces divulgations, parce qu'il va en avoir d'autres. Éventuellement, je peux penser à des normes sur la santé publique. Il pourra en avoir éventuellement, puis ils vont peut-être nous dire c'est le mois de février. Donc, à un moment donné, c'est avoir ces informations-là tous au même moment serait utile. De l'autre côté, il faut être pratique. Il faut éviter de faire la duplication des informations. Et ce qui est plus important, c'est la trajectoire de la performance de ces normes-là. Si c'est toujours à la même date d'année après année, on peut mesurer l'amélioration, la détérioration. C'est peut-être ça qui est plus important que avoir une synchronisation parfaite. Parce qu'il faut quand même penser au coût de la fourniture de cette information-là pour les compagnies qui font appel au capital. Il y a des coûts importants à ce niveau-là. Il faut éviter de dupliquer. Donc, on va regarder ce que ça pourrait venir éventuellement la même chose, possiblement, mais est-ce que ça peut y avoir des périodes de délai où on pourrait le laisser aussi avec des décalages qui seraient utiles pour donner la trajectoire plus que d'autres choses aussi. Donc, les normes de divulgation de risque sur la durabilité, éventuellement, risquent de devoir être communiquées en même temps que les états financiers. Puis, est-ce que ce serait la même chose pour les normes de divulgation de risque en changement climatique? Ce serait toutes ces dimensions-là de la durabilité devraient être faites en même temps. La question, c'est la faisabilité. Et quel est le coût de cette information-là et quelle est la valeur de cette information-là à ce temps-là si on a des dates différentes. Donc, on voit le SEC a donné une certaine flexibilité. Donc, les Européens aussi regardent une certaine flexibilité. Donc, on verra. Mais oui. SEC aux États-Unis. OK. Donc, tantôt, vous avez évoqué le fait que les normes éventuellement seront appliquées par le Bureau du surintendant des institutions financières au niveau fédéral, puis par les autorités canadiennes des valeurs mobilières dans les différentes provinces. Dans quelle mesure vous collaborez avec ces deux instances, si je peux dire, pour adopter vos normes de N1 et NCID1 et NCID2? Je devrais dire, donc, ce sont les deux plus grands régulateurs à ce niveau-là, mais il y a aussi des discussions dans différentes provinces et au fédéral pour l'applicabilité de ces normes-là pour les compagnies privées aussi, avec en haut d'un certain seuil. Donc, il faut aussi parler avec les différents ministères provinciaux et fédéraux pour essayer d'enligner ces choses-là. Mais dans le moment, c'est surtout des discussions, c'était avec les commissions des valeurs mobilières et le bureau du surintendant. On a des discussions avec eux toutes les 2 semaines pour bien comprendre ce qu'on fait, ce qu'eux veulent faire, pour essayer de travailler d'une façon conjointe, tout en comprenant qu'ils ont leur mandat et nous, on a un autre mandat, mais on a le même écosystème. Donc, il faut, on essaie d'éviter la confusion pour tous les membres de l'écosystème. Donc, on travaille de façon très rapprochée, mais on respecte l'indépendance de chacun. Oui, très bien. Je me demandais aussi si il va y avoir, on sait que l'ISSB va travailler sur d'autres référentiels. On pense entre autres à celui sur la biodiversité, probablement qu'il y en aura un sur l'eau.
Donc, est-ce que l'intention de votre organisation, c'est d'adapter au contexte canadien, là, toutes ces normes qui pourraient éventuellement être adoptées par ISSB? L'objectif, c'est vraiment d'en arriver à des normes avec un menu des normes importantes. Donc, lorsqu'on parle dans le moment de ce que l'ISSB va se pencher sur la biodiversité, sur le capital humain en particulier. Donc, c'est deux dossiers donc, qui sont très importants pour nous au Québec et au Canada. Donc, je prévois donc, que ce seraient des normes qui s'ajouteraient aux normes canadiennes. Mais est-ce que c'est possible qu'éventuellement, il y ait une norme qui n'a pas d'intérêt au Canada? C'est possible à ce niveau-là. Mais on les fera une à une à ce moment-là pour les adopter une à une. Mais l'objectif, c'est d'en arriver. Encore là, c'est pour se rendre le plus attractif possible pour le capital étranger. Et si les investisseurs étrangers nous disent que ce type d'information-là est utile dans leurs décisions, on aura tout intérêt à ce moment-là, disons, à standardiser ou normaliser l'information pour que nos entreprises canadiennes puissent bien expliquer leur performance et leur stratégie et se rendre le plus attrayante possible pour attirer ce capital-là. Donc, excusez-moi de vous interrompre. Allez-y, je vous en prie. Non, c'est ce que je veux dire. Donc, ça sera fait norme par norme, mais l'objectif, oui, ce serait, si possible, de tous les adapter, mais il faudrait voir donc, quelle est la valeur pour le Canada à chaque fois. Donc, quand vous avez mentionné les investisseurs étrangers, nos entreprises d'ici, justement, en parlant de ces entreprises d'ici, est-ce que vous pensez qu'elles verront ces normes comme une façon d'améliorer leur stratégie d'affaires ou plutôt comme un fardeau réglementaire et administratif supplémentaire? Je vous remercie bien pour cette question. C'est une question qui est très importante parce que le débat tourne souvent autour, c'est un autre fardeau réglementaire qu'on met sur les entreprises. Si on le fait seulement pour faire réglementaire, on perd de vue quel est l'objectif ici. C'est vraiment d'améliorer la performance dans le temps. Donc, ça permet une réflexion à ce moment-là aux entreprises de poser les bonnes questions stratégiques sur leur direction, sur les lignes d'affaires qu'ils veulent faire, sur les processus d'affaires, sur les matériaux qu'ils veulent utiliser, l'approvisionnement des matériaux, les marchés qu'ils veulent. Donc, toutes ces questions-là sont au cœur même des normes sur la durabilité. Donc, si on le voit seulement comme un exercice de divulgation réglementaire, on perd essentiellement toute la valeur de la question. C'est pour permettre une meilleure réflexion stratégique sur le modèle d'affaires de l'entreprise et comment ces entreprises-là peuvent se vendre aux investisseurs canadiens et étrangers et avoir les capitaux qu'ils ont besoin pour réaliser des belles initiatives et créer de la valeur au Canada et au Québec. Très bien, c'est très, très clair. Ma dernière question, avant de passer aux questions plus ludiques, c'est que au début de l'année, en fait, au mois d'avril dernier, il y a eu un regroupement. Il y a eu le Conseil de surveillance des normes d'information et de certification a été mis en place. Ça regroupe les activités de trois organisations, je devrais dire, là, le Conseil de surveillance et de normalisation et audit et certification, le Conseil de surveillance de la normalisation comptable, puis le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité, c'est-à-dire votre organisation. Donc, c'est quoi l'objectif de cette réorganisation? Quels seront les impacts là, pour les personnes qui devront préparer ou les utilisateurs de rapports aussi d'informations sur la durabilité? Donc, pour ceux qui vont préparer les rapports sur la durabilité, il n'y a aucun impact pour eux. C'est vraiment un exercice de rationalisation
du processus en anglais, on appelle ça le due process, le processus le mot français m'échappe, désolé. Mais disons, c'est dans la mise en place de normes, il est important d'avoir une discipline de travail qui est suivie, donc qui permet aussi la consultation, une consultation large avec toutes les parties prenantes pour bien comprendre les avantages et désavantages, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, ainsi de suite. Donc, au cours des années, les conseils se sont créés. Le premier conseil, c'était le conseil sur les normes comptables, ça existe déjà depuis 1972. Donc, il y avait des protocoles de surveillance, qu'on appelle, qui s'assuraient que les normes qui étaient faites étaient vraiment suite à un protocole rigoureux de consultation, d'analyse, d'études coûts-bénéfices, ainsi de suite. Après ça, il y en a eu un autre qui est venu, c'est le Conseil canadien des normes sur l'assurance. Là, ils se sont mis un conseil de supervision par-dessus ça. Par la suite, c'est le Conseil canadien sur les normes du secteur public a été créé. Eux se sont servis du même conseil de surveillance des normes comptables. Là, on arrive avec un conseil canadien sur la durabilité. L'objectif, est-ce qu'on va se créer aussi un autre conseil de surveillance ou est-ce qu'on peut rationaliser tout ça pour en avoir un organisme de surveillance, un peu comme on trouve au niveau international avec l'IFRS, qui a deux programmes, au point de vue comptable et durabilité, mais ils ont un seul conseil de surveillance pour les deux. Donc, l'objectif, c'était vraiment de rationaliser. Sinon, on en arrivait à quelque chose comme 50, 60 membres sur les conseils de surveillance. Ça commence à être beaucoup de monde pour faire de la surveillance, alors qu'avec le nouveau protocole, on prévoit d'ici 2 ans, le nombre total de membres serait d'environ 14 ou 15 pour tous les conseils. Donc, il y en aurait la même discipline de travail pour toute la normalisation au Canada. Donc, c'est vraiment pour rationaliser. Mais l'utilisateur des normes sur la durabilité ne devrait pas voir d'impact sur les normes qu'ils vont recevoir. Très bien. Puis, nous terminons toujours avec des questions ludiques pour notre invité. Alors, j'ai 5 petites questions ludiques pour vous en vous demandant quel est le mot que vous préférez dans le vocabulaire du développement durable? C'est peut-être 2 ou 3 mots, c'est préparer le futur. C'est vraiment ça qui est l'objectif de nos efforts. Et puis moi, je suis un nouveau grand-papa. Donc, je veux juste essayer de m'assurer que ma petite fille va vivre dans un milieu donc, qui sera accueillant, et ainsi de suite. Donc, c'est pour préparer le futur, pour s'assurer que les générations montantes puissent à ce moment-là avoir un environnement dans lequel ils pourront évoluer, créer de la valeur et que ce soit un environnement qui soit vivable. Donc, c'est préparer le futur, c'est ce à quoi ça me fait penser lorsqu'on parle de durabilité. Une belle expression. Sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que soit le Canada ou soit le Québec en est en termes de développement durable? Où est-ce qu'on se situe sur une échelle de 1 à 10? Je dirais que le Québec est définitivement en avance. Il y a une sensibilisation plus grande au Québec, je dirais, à ce niveau-là. Et des fois, on était chanceux un peu avec notre histoire. Si on se ramène à M. René Lévesque dans les années 60, on lui en doit un fier chapeau, un coup de chapeau, disons, pour avoir préparé l'avenir comme il l'a fait. Donc, je dirais que le Québec, pour différentes raisons, on est probablement plus sensibilisé à ces questions-là et on est peut-être mieux préparé. Ceci étant dit, on a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais peut-être bien 5, 6. Et donc, on a encore beaucoup de travail. Mes amis au Canada, il y a un petit peu plus de travail à faire. Quelle est la plus grande fierté du Québec en développement durable?
selon vous? Ben, j'étais, quand l'ISSB est venu s'installer à Montréal, et on avait, le Canada était sur sur la ligne de départ, disons, pour accueillir l'ISSB. On ne savait pas, à l'origine, l'ISSB devait être créé à Londres. Et puis, le Canada était capable le Canada et le Québec, et là, si je donne un coup de chapeau, disons, au président de Desjardins, qui a été le premier à dire, disons, nous, on embarque et on y va. Ça a été le premier à signer, disons, pour la coalition. Et 2 semaines après mon appel, il avait décidé, donc, oui, c'est quelque chose d'important. Et il avait dit que c'était important pour le Canada et important pour le Québec. Donc, le fait qu'on était capable d'amener l'ISSB à Montréal, les commentaires de la Fondation sur le conseil qui a choisi le Québec donc, pour le bureau de l'ISSB à Montréal, et un des 2 grands bureaux, c'était évident que l'écosystème à Montréal est mature. Et comme il disait ça, Quebec really wanted, and they showed it. So when we were talking to them, je dis en anglais parce qu'ils parlent en anglais, when we were talking to them, they really wanted, and they really did what it took. Donc, il y avait vraiment une alliance de toutes les parties prenantes, les universités, les grandes institutions financières, la Caisse de dépôt était là, PSP était là, les assureurs étaient là, Bell Canada, qui est basé à Montréal, était là. Et il y avait beaucoup de joueurs basés à Montréal, Finance Montréal, Montréal International. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et ça paraissait à Londres quand les présentations étaient faites, quand les discussions ont eu lieu, ça paraissait. Donc, on peut se donner une tape dans le dos. Qu'on en est fier. Puis, ma dernière question ludique, c'est entre une plante, un arbre ou un animal, si la réincarnation existait, en quoi souhaiteriez-vous vous réincarner? Moi, je dirais, moi, je suis un fier Québécois, un fier Canadien. Et il y a un symbole donc, qui est important pour nous, c'est l'érable. Oui. Donc, c'est un bel arbre. J'en ai plusieurs à la maison qu'on a planté, différentes essences d'érable. C'est un arbre que je trouve particulièrement majestueux et représentatif de notre province, de notre pays. Donc, ouais, ce serait peut-être ça si ça devait se faire. Mais c'est un grand si. Hein? Ça fait un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui, Charles-Antoine. Je vous remercie beaucoup. Et puis, nous allons suivre de près vos travaux. Nous avons participé, j'ai bien vu que vous aviez lu notre mémoire, mais nous allons suivre, merci, vous pouvez compter sur nous. Nous allons suivre vos travaux et collaborer aussi. Bien, merci bien encore de m'avoir accueilli ce matin. Merci aussi pour votre aide de commentaires et aussi pour toute l'aide que vous et vos membres apportez au CCNID. C'est très apprécié, très utile et on aura le plaisir de travailler encore ensemble pour plusieurs années à venir. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci bien. Au plaisir. Au revoir.